Lors de ce mini-séminaire, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent de l'évolution et de l'involution de l'humanité. Bernard présente deux courbes, une descendante représentant l'involution et une ascendante représentant l'évolution. Selon lui, l'homme se situe actuellement à la rencontre de ces deux courbes. Il explique que l'involution correspond à une période il y a 12 000 ans où l'homme a développé intensément son corps astral, lié à son aspect psycho-émotionnel. Après la destruction de cette civilisation, l'homme a développé une conscience mentale inférieure, liée à l'intellect et à la compréhension du monde matériel. À partir de 1969, un phénomène nouveau dans la conscience de l'humanité est apparu, la fusion ou l'éveil de la conscience supramentale sur Terre. Certains individus ont commencé à fonctionner au niveau de la conscience supramentale, développant des facultés en voie de développement. Ces individus représentent la nouvelle race racine, la 6e, qui évoluera vers d'autres sous-races. Bernard souligne que cette évolution de la conscience supramentale conduira l'homme à des étapes de conscience extraordinaires, dépassant les limites actuelles. Il explique que, contrairement à l'idée répandue selon laquelle notre mental serait régi par l'ego, l'homme découvrira que le mental humain est en réalité l'expression réflexive de l'ego, avec une source qui se situe dans des mondes parallèles. Ce texte discute de l'évolution de la conscience de l'homme vers un état où il sera capable de communiquer télépathiquement avec des mondes parallèles. Plus il découvrira la source de sa pensée, plus il pourra décoder les mystères de la vie dans les royaumes de la matière, de l'âme et de l'esprit. L'homme atteindra un état de conscience mentale suffisante en soi, indépendante de la vérité basée sur des convictions personnelles ou sociales. Dans l'évolution de la conscience future, l'émotivité et les évaluations psychologiques ne seront plus nécessaires pour le développement du moi. L'homme sera libre d'exprimer, élaborer et définir les thèmes infinis de la conscience universelle à travers le mental pur de son esprit. Des individus connaîtront la fusion avec des sources de connaissances si vastes que les sciences mondiales en seront renversées. Pour la première fois, l'homme sera capable de supporter sa connaissance absolue, c'est-à-dire d'absorber sa propre lumière. La connaissance absolue permettra aux instances intelligentes de se rencontrer mentalement et éventuellement de transcender le corps matériel pour se connecter aux différentes sources d'énergie de l'univers. L'homme sera capable d'intervenir de manière catégorique dans la construction mentale des archétypes de la conscience universelle sur Terre. L'homme en arrivera à réaliser que l'intelligence est une caractéristique fondamentale de tout esprit, et non simplement le résultat d'une éducation. Cependant, il n'a pas encore la capacité de comprendre pleinement son propre fonctionnement psychique et l'essence de l'intelligence dans sa définition universelle. Il est limité par son corps astral et ses sens. Il substitue sa connaissance universelle par une connaissance historique et conditionnée, sujette à révision. Malgré cela, la science et les civilisations évoluent inexorablement vers leur propre abolition. Les individus devront faire face à des situations cosmiques et universelles et revoir certaines expériences afin de prendre conscience de leur propre puissance et de l'illimité du cosmos et de la conscience humaine. Cependant, l'homme ne peut pas supporter indéfiniment les tensions psychologiques générées par les courants d'idées amplifiés par les médias. Il devra définir la réalité par rapport à lui-même, mais d'un point de vue universel et non égocentrique. À partir de là, il pourra enfin être libre et comprendre la vie dans sa qualité fondamentale. Cependant, cette compréhension ne fait pas encore partie de la conscience actuelle. Nous vivons à une époque où l'individualisme est très avancé, mais cela ne signifie pas que l'individualisme est intégré à la réalité humaine. Être excentrique et provoquant pour attirer l'attention est une forme d'individualisme, mais cela manque d'esthétique et n'est pas nécessaire pour maintenir son individualité. L'évolution de la conscience humaine vers une conscience individualisée se fera par la fusion de l'esprit et non par l'expression excentrique de soi-même. L'évolution de la conscience supramentale sur Terre se fera par des individus conscients, pas par une collectivité. Cette évolution sera basée sur la compréhension du phénomène de la pensée et sa transformation en une expression créative du mental supérieur, permettant une communication télépsychique avec les plans universels. Pour comprendre cela, il est nécessaire de réaliser que la pensée divisée et polarisée crée une séparation entre l'individu et l'univers. Pour évoluer, il faut réaliser que la pensée elle-même divise et assujettit l'individu à des polarités du bien et du mal. L'importance fondamentale de la pensée réside dans le fait que notre ego en ressent le besoin constant en raison de son insécurité. Nos émotions puissantes et vampiriques renforcent cette tendance à penser en termes de polarité. En tant qu'individu, nous sommes limités par notre éducation ou notre manque d'éducation,
ce qui nous empêche d'accepter ce que nous savons déjà. Chaque être humain sait quelque chose, mais il n'y a pas d'autorité mondiale qui puisse soutenir cette connaissance, et les institutions ont tendance à vouloir instituer un savoir spécifique pour conditionner l'esprit humain. Cependant, il n'y a pas de mouvement inverse où les institutions peuvent donner à l'homme son autorité et lui permettre de développer sa propre lumière. Cela crée une tension entre les savoirs institués et les connaissances individuelles. Pour accéder à une conscience supramentale, l'homme doit se libérer du besoin de l'approbation du monde et commencer à soutenir ce qu'il sait. Il doit éviter de tomber dans le piège de la polarité du vrai et du faux, qui émotionnalise sa conscience et renforce son insécurité. Il faut comprendre que la connaissance est liée à l'ego, tandis que le savoir est lié à la réalité du moi. Mais il n'y a pas de séparation réelle entre les deux. L'homme a une conscience expérimentale, ce qui signifie que sa vie est constamment basée sur l'expérience. Cependant, l'homme doit évoluer vers une conscience créative pour que sa vie ait un sens et devienne puissante en termes de créativité. Pour cela, il doit se détacher de l'âme et vivre de son esprit. Cependant, il est important de souligner que l'homme est lié à des forces puissantes, appelées la mémoire ou l'âme, qui influencent sa vie et sa perception. L'auteur soutient que les personnes souffrent souvent de choses qui remontent à des vies antérieures, et que notre expérience actuelle est liée à notre âme et à notre mémoire évolutive. Il affirme que l'homme ne peut pas vivre indéfiniment des expériences terrestres, car cela va à l'encontre de sa nature spirituelle et de son intelligence universelle. L'homme est destiné à retourner à sa source, mais il ne peut pas le faire en utilisant les anciennes idées ou en croyant simplement. Il doit développer la capacité de supporter ce qu'il sait et se libérer des illusions et des croyances. Finalement, l'auteur souligne que la transmission des enseignements spirituels peut être altérée et déformée au fil du temps, rendant impossible pour l'homme de répéter parfaitement ce qui a été dit par les initiés du passé. Dans ce passage, l'auteur explique pourquoi il est important pour un être humain de répéter ce qui est parfaitement dit. Il affirme que ce qui est parfaitement dit n'est pas influencé par l'ego et ne fait pas partie de l'inconscience de l'homme, mais fait partie de la cosmicité de l'homme et est dirigé vers son esprit. Cependant, si l'homme n'est pas dans son esprit, il ne peut pas répéter ce qu'un autre esprit a déjà dit, ce qui entraîne une coloration. Cette coloration a donné naissance aux religions dans le but d'un bénéfice évolutif pour l'humanité. L'auteur reconnaît l'importance de cela, mais affirme que viendra un temps où l'homme n'aura plus besoin de ces supports moraux pour atteindre sa propre conscience. L'auteur soutient que l'évolution de la conscience supramentale commencera lorsque l'homme comprendra le besoin de ne pas se soumettre à la dichotomie du vrai et du faux, mais d'apprendre à vivre cette pensée de manière progressive jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, c'est-à-dire totalement dans sa propre lumière. Cela permettra à l'ego, l'âme et l'esprit de s'unifier et de faire de l'homme un être réel. L'auteur explique que cela signifie être en paix avec la recherche et savoir que l'on sait sans avoir besoin de validation extérieure. Il encourage les individus à ajouter leur propre savoir à celui des autres. Est-ce uniquement s'il est basé sur une compréhension personnelle et non pas sur l'orgueil ou la spiritualité? Dans cette discussion entre Richard Gagnon, Hergé, et Bernard de Montréal, Boulevard M. Hergé exprime son souhait de voir BDM explorer davantage le côté visuel dans sa communication. Il propose de présenter un schéma ésotérique représentant la fleur de lys et les différents plans de lumière et de matière. Hergé mentionne également l'importance symbolique de la fleur de lys, évoquée par les Mérovingiens et présente sur le drapeau du Québec. BDM réagit en qualifiant tout cela de bourrage de crâne et explique sa position sur le sujet. Hergé reconnaît que même l'enseignement de BDM peut être perçu comme du bourrage de crâne, mais souhaite néanmoins aborder ces concepts à travers un schéma visuel. Dans cet échange entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Roger Gauthier, Hergé, BDM exprime son opinion sur l'ésotérisme et l'évolution spirituelle de l'homme. Il affirme que l'ésotérisme, qui représente la recherche spirituelle antérieure de l'homme, est terminée et n'est plus nécessaire. Il souligne que l'homme doit dépasser le monde de la connaissance pour accéder au monde mental où la connaissance est créée. De plus, il affirme que l'homme doit sortir du monde astral spirituel pour atteindre le vrai réel, qui est un monde d'énergie créant des formes. Hergé compare cette idée à des poissons qui vivent dans un étang et BDM insiste sur le fait que l'homme n'a pas le choix mais doit sortir de cet étang pour vivre pleinement sur la Terre. Dans cet extrait d'une entrevue, Richard Glenn demande à Bernard de Montréal s'il peut communiquer avec les poissons. Bernard répond en plaisantant qu'il donne des séminaires aux poissons depuis des années, mais que bien sûr, les poissons ne peuvent pas lui demander de parler leur langage.
Il explique ensuite que lorsqu'on parle de l'évolution de la conscience sur une planète expérimentale, on parle de temps et de l'individualisation de l'homme. Il souligne que lorsqu'on atteint l'âge du mental supérieur, on doit commencer à comprendre le phénomène de sa propre pensée et que la philosophie ne suffit plus. Il explique que pour que les gens puissent comprendre les phénomènes liés à la conscience, il faut que cela soit expliqué de manière détachée et sans coloration. Il mentionne également que l'autorité de la conscience et du savoir de l'homme ne lui a jamais été donnée. Il explique que travailler avec lui est facile car il est libre et que les opinions des autres, comme celle de Richard Glenn, n'ont aucun impact sur sa vie. Lors d'une discussion, Glenn parle de sujets sérieux mais avec humour. Il explique qu'il travaille depuis plusieurs années avec Bernard de Montréal, malgré leurs différences, car ils sont capables de bien fonctionner ensemble. Ils ont une complicité similaire à celle de Laurel et Hardy. Richard parle ensuite d'une nouvelle où 12 petites filles en Chine se sont suicidées en pensant pouvoir se réincarner dans un autre monde spirituel. Il pense que cela peut être une conséquence des enseignements de Bernard. Ce dernier réagit en disant que c'est dangereux et qu'il faut comprendre l'influence insoupçonnée du plan astral dans le monde. Il explique que le plan astral est habité par des êtres actifs qui utilisent l'humanité pour combler leur ennui du plan matériel. Il précise que ce plan est important pour l'évolution de l'homme et qu'il faudra étudier ce plan pour mieux comprendre les troubles mentaux actuels. Richard ne comprend pas le lien avec le suicide des petites filles et demande qui les a influencées à agir ainsi. Bernard explique que ce n'est pas l'ego humain qui se suicide de lui-même, mais que c'est l'influence astrale qui peut mener à de tels actes. L'homme est un être multidimensionnel, composé de différents corps subtils en plus de son corps matériel. Ces corps appartiennent à des univers parallèles qui sont en communication télépathique avec l'homme. Cependant, l'homme est protégé contre cette communication par sa psychologie et son attention au monde matériel. Cependant, de plus en plus de personnes commencent à vivre des pensées étranges et une transformation du je en tu, ce qui les amène à se poser des questions. L'homme inconscient est habité par des intelligences provenant d'autres plans, mais il doit développer un mental supérieur pour élever sa conscience et être en contact direct avec sa source créative. Il y a actuellement une lutte dans les plans invisibles pour le contrôle de l'esprit de l'homme, car les forces psychiques réalisent qu'ils perdent du contrôle. Le channeling est considéré comme une expression de cette lutte, et il est difficile pour les personnes qui ne sont pas dans leur conscience créative de comprendre et contrôler les entités qui se manifestent à travers le channeling. Certains voient cela comme une menace, et il est possible de voir une augmentation de la possession et des actes antisociaux à mesure que nous approchons de la fin d'un cycle. L'homme doit être éduqué sur la nature du plan astral pour mieux comprendre ces phénomènes. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique qu'il est nécessaire d'avoir un contact avec son double et sa source pour être capable de mettre en check une entité dans l'astral. Il précise que les personnes qui ne savent pas ce qui se passe dans le plan astral ne seront pas capables de le faire. Il mentionne également que 1969 est une année importante car c'est l'année de son propre contact, mais cela ne signifie pas qu'elle est importante pour tout le monde. Il souligne qu'il n'y a pas de recette universelle pour avoir ce contact, chacun a son propre chemin à suivre dans son évolution. Il explique que les recettes sont terminées et que l'avenir viendra d'en haut. Il invite les psychologues à regarder au-delà des concepts et des théories pour comprendre réellement ce qui se passe avec les patients aliénés qui entendent des voix. Il affirme que les voix ne sont pas des hallucinations et qu'elles sont réelles, venant de quelque part. Il conclut en disant que la psychologie doit aller plus loin et ne pas simplement se limiter au niveau médical, physique et chimique. Dans cette partie de la conférence, Bernard de Montréal parle du développement de la conscience et de la poursuite du savoir. Il affirme que si on arrête notre évolution mentale et notre progression du savoir, nous resterons ignorants. Il prédit également le développement de sciences parallèles dans des domaines tels que la psychologie et l'ésotérisme, où les personnes sensées iront chercher des réponses. Ensuite, il est question du sens de la voix. Bernard explique que la voix est le moyen par lequel l'esprit s'exprime à travers l'âme dans le but d'informer l'ego. Cependant, il souligne que l'homme n'est pas suffisamment conscient pour profiter de sa voix et apprendre de ce qu'il dit. Il explique que la voix est souvent synchronisée avec l'intellect et reflète des opinions. Est-ce souvenir subjectif, des émotions et de la subjectivité? Ainsi, l'homme ne peut pas bénéficier pleinement de sa voix. Bernard explique que pour que l'homme puisse utiliser sa voix pour bénéficier de son savoir, il faut que celle-ci soit ajustée à son mental supérieur plutôt qu'à son intellect.
Lorsque l'homme sera en mesure de profiter de sa voix de manière objective et synchronisée avec son esprit, sa voix deviendra un haut-parleur de l'esprit. Il pourra entendre sa propre voix et comprendre ce que son esprit ou sa source souhaite dire. En conclusion, Bernard discute de l'évolution de la voix et de la manière dont elle peut devenir un moyen de transmission des messages de l'esprit dans le monde. Il souligne que la voix doit évoluer avec le temps pour pouvoir communiquer les messages qui doivent être transmis à différents moments. L'ego de l'homme le pousse à vouloir tout dire en même temps, mais il ne peut pas le faire de manière synchronisée avec son mental. Certaines choses ne doivent pas être dites dans le monde car elles pourraient être mal comprises en raison des émotions et de la mémoire des masses humaines. Par exemple, parler des races humaines ou des religions nécessite une voix qui soit objective et qui respecte les croyances des gens tout en les amenant à voir les choses différemment. La voix ne doit pas prendre position, elle doit être synchronisée avec le mental et ne pas être influencée par l'ego. Une voix prépersonnelle est celle qui n'est pas influencée par l'ego et qui parle pour le monde et pour soi-même en même temps. Sa fonction est de faire vibrer le mental supérieur de l'homme et de l'amener à s'exprimer créativement. La voix n'est pas didactique ou professorale, elle est créative et ne cesse d'apprendre. Les hommes d'aujourd'hui parlent beaucoup mais n'ont pas réellement la parole, car ils ne sont pas dans un mouvement créatif de l'esprit à travers l'ego. Dans cet extrait, l'auteur aborde le pouvoir de la voix dans le domaine de la politique. Il affirme que les personnes influentes ne peuvent pas s'engager ouvertement en politique car cela mettrait leur vie en danger. Cependant, il est possible d'utiliser la voix à un niveau vibratoire élevé pour agir de manière occulte. La voix conscientisée, créative et mentale représente le savoir universel et la conscience créative. Elle n'a pas besoin de référent ou de mémoire et crée instantanément. En développant leur voix, les individus voient leur conscience se transformer. Ils doivent apprendre à supporter ce qu'ils savent et leur voix se renforce avec le temps, devenant moins émotionnelle et plus concentrée. En parlant de manière créative, l'ego se désintéresse de ce que la voix dit et celle-ci devient un lien entre le moi et l'esprit. En approfondissant encore son utilisation, l'homme peut potentiellement modifier la matière. La voix est donc une clé pour relier l'homme à l'esprit. Elle est scientifique, philosophique, spirituelle et créative, et permet à l'homme de penser sans penser. Plus il parle, moins il a besoin de penser pour savoir. La voix est un mystère de l'esprit à travers la conscience humaine, et plus elle sera puissante, plus elle transformera la science de l'homme à tous les niveaux. Selon le texte, l'évolution de l'humanité pourrait donner naissance à une nouvelle civilisation, qui sera liée à celle qui existe aujourd'hui tout en étant différente. Cette nouvelle civilisation serait basée sur la voix de l'homme, qui aurait la capacité de séparer le monde matériel du monde de l'éther et d'entrer en conscience éthérique dans des mondes parallèles. Cependant, cette évolution nécessite une compréhension du mouvement de la lumière à travers les plans de l'être humain. Si cette compréhension fait défaut, l'être humain peut être perturbé par l'entrée de la lumière et vivre une période de folie. Il est donc crucial d'avoir une science précise pour comprendre ce qui se passe dans le processus de transformation et éviter d'être manipulé par les forces de l'astral. Avec le temps, la lumière descend et transforme le mental et les émotions de l'homme, réduisant la polarité et les tensions psychiques. Finalement, l'être humain accède à la liberté créative de son être. Il est précisé que la différence entre une fusion instantanée et une fusion graduelle réside dans l'acquisition d'une science précise, qui permet à l'être humain fusionné de donner une voix et une science à l'humanité pour avancer dans cette transformation. Dans cette discussion, il est souligné que la conscience se développe à mesure qu'une science absolue de la nature du mental humain est donnée. L'importance de reconnaître que l'homme pense qu'il pense réside dans la capacité à développer du discernement et éventuellement accéder à la lucidité. Cependant, cela nécessite une science. Selon l'intervenant, lorsque la lumière descend dans le plan mental, elle crée des formes qui sont ce que nous appelons la pensée. Cependant, la pensée de l'homme involutif est colorée par sa conscience astrale. Avec l'évolution, la pensée devient communicative et n'est plus colorée par l'astral. L'homme devient alors un être créatif, capable de communiquer directement avec l'âme et l'esprit pour créer de nouvelles formes dans le mental. Concernant les effets psychologiques de la fusion, il est mentionné que l'homme a tendance à se détacher des valeurs du monde en raison de sa haute spiritualité. Cependant, il est souligné que c'est une illusion et qu'il est important de maintenir l'équilibre entre le processus de fusion et la conscience égoïque. Si l'homme cède à l'illusion, il peut perdre son travail, sa famille, etc. L'idée n'est pas de sortir du système,
mais de devenir suffisamment créatif pour créer son propre système en relation avec le monde dans lequel nous vivons. L'intervenant donne l'exemple d'une corporation à Québec qui s'occupe de choses banales, mais qui tente de créer de nouvelles formes créatives utiles à la société. Il souligne l'importance de travailler en respect et en collaboration, sans hiérarchie, pour créer des mécanismes corporatifs innovants. L'auteur affirme que lorsqu'on interagit avec différentes personnes, notamment des banquiers ou des politiciens, nous devons être capables de nous adapter aux règles sociales sans perdre notre conscience ni notre capacité à travailler en harmonie avec le monde. Il considère que les individus qui se conscientisent représentent la crème de l'humanité et passeront par une période de haute spiritualisation, où ils devront intégrer l'énergie et la polarité existant dans leur conscience. S'ils sont conscients de l'illusion de la polarité et de la spiritualité, ils pourront graduellement intégrer cette énergie et bénéficier de leur identité réelle. Il souligne que les individus conscients ne doivent pas se considérer supérieurs aux autres et que dans le monde, il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement une expérience de recherche spirituelle, mais qui ont une noblesse d'esprit, d'âme et de conscience humaine. Il soutient qu'il faut éviter de se séparer de la société, car cela peut conduire à des illusions spirituelles et à une forme d'aliénation. L'auteur souligne également que la société n'est pas parfaite, mais cela est dû à l'imperfection humaine, et que chaque individu doit prendre conscience de sa propre individualité et de son propre karma pour évoluer et contribuer à améliorer la société. Dans cette synthèse, il est question de la conscience humaine et de la façon dont elle peut être influencée par des mouvements spirituels ou ésotériques. L'auteur souligne le danger de perdre pied dans ses recherches spirituelles et de se retrouver sans fondation psychologique. Il met en garde contre l'idée de considérer que le monde est pourri ou que la Terre est en mauvais état, car cela pourrait conduire à une forme d'aliénation et de perdition. L'auteur encourage à une approche légère et équilibrée de la spiritualité, tout en dissociant celle-ci de la science. Il mentionne aussi l'influence des forces astrales qui peuvent travailler contre l'homme et qui nécessitent une compréhension plus approfondie de la psychologie humaine. Enfin, l'auteur aborde brièvement la polémique entourant le livre Les versets sataniques de Salman Rushdie et mentionne que prendre position dans ce cas est délicat étant donné la profondeur des émotions spirituelles dans la communauté islamique. Dans ce livre, il est souligné que lorsque l'on parle ou utilise notre parole dans le monde public, nous avons la responsabilité des conséquences choquantes que nous pouvons provoquer. Cette responsabilité s'applique tant au niveau individuel qu'au mouvement islamique et à la fermentation au Moyen-Orient. Les individus ont le droit à leur propre vision, mais il leur revient de découvrir si cette vision est élevée ou le résultat d'une manipulation. L'auteur mentionne avoir récemment rencontré des hommes islamistes lors d'un voyage en Arabie. Ils ont eu des conversations intéressantes grâce à une approche respectueuse et non agressive. Pour échanger avec des personnes d'autres cultures, il faut une voix prépersonnelle qui pénètre la conscience sans choquer. La voix doit être pénétrante, patiente et ne jamais agresser la conscience. L'auteur donne l'exemple de sa patience lorsqu'il était là-bas et mentionne même avoir développé des spasmes en raison de l'inconscience des gens. Il décrit également une situation avec des guides locaux, où il a engagé 2 personnes à tour de rôle mais a finalement réussi à trouver un compromis pour éviter de blesser leurs esprits. En somme, l'idée principale est que lorsque nous utilisons notre parole, nous devons être conscients de notre responsabilité face aux conséquences que cela peut engendrer. Il est essentiel de faire preuve de patience, de respect et d'une approche prépersonnelle lors de nos interactions avec les autres. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique pourquoi il avait 2 guides. Lorsqu'il se trouvait dans le souk, il affirme que cela lui procurait une double protection contre le harcèlement. Il souligne que comprendre la mentalité des peuples hôtes est essentiel, car les Occidentaux ne sont pas toujours compris dans d'autres cultures. Il raconte ensuite comment il a rencontré des gens intéressés à traduire son livre au Maroc, ce qui lui apparaît comme un exploit. Il souligne également l'importance de la communication et du respect mutuel entre les peuples, en citant une expérience personnelle avec un Touareg. Le journaliste mentionne ensuite les résultats d'un sondage qui montre que les jeunes Québécois sont plus tolérants, ce que Bernard de Montréal attribue à la conscience et à la sensibilité du peuple québécois. Il mentionne cependant que le langage québécois peut parfois être vulgaire et viol, soulignant la nécessité d'utiliser le langage de manière sensible. Il est fait mention de la coloration du langage québécois, qui est perçue comme viol et trop marqué. Cette violence linguistique est expliquée par un complexe d'infériorité psychologique et d'insécurité nationale.
L'auteur estime que cette caractéristique du langage québécois est néfaste pour les relations interculturelles et propose de développer une conscience du langage afin de s'exprimer de manière plus accessible et plaisante. L'auteur reconnaît avoir lui-même utilisé ce langage coloré à des fins de provocation, mais souligne qu'il est nécessaire de modérer son langage lorsqu'on est à l'étranger pour éviter de créer des réactions négatives. Il met en garde contre l'utilisation excessive de l'accent québécois à l'extérieur du Québec, car cela peut attirer des stéréotypes. L'auteur souligne que le langage québécois est nécessaire pour transmettre un message avec force, mais rappelle qu'il ne faut pas être prisonnier de son langage et qu'il convient de l'utiliser de manière créative pour transmettre le message de façon juste. Le débat se poursuit sur la question de l'immigration et de la présence croissante d'étrangers au Québec. L'auteur estime que les gouvernements ont la responsabilité de mettre en place des lois d'immigration adéquates pour maintenir l'équilibre des forces sociales dans la nation. Il souligne que certains étrangers abusent du système social québécois et profitent de ses avantages sans contribuer de manière équitable. En conclusion, l'auteur met en avant la nécessité d'une prise de conscience linguistique et politique pour permettre des relations interculturelles plus harmonieuses et une régulation équilibrée de l'immigration. Dans cet enregistrement, l'orateur s'exprime sur la problématique de l'immigration dans les pays libéraux. Il souligne que le libéralisme excessif entrave les gouvernements et les agences dans leur capacité à travailler efficacement. Cependant, il reconnaît le besoin d'accueillir des personnes venant de l'extérieur et de les intégrer dans la société. Il affirme que les pays démocratiques doivent légiférer intelligemment leurs frontières et s'assurer que les personnes qui arrivent sont honnêtes, travailleuses et contributrices à l'évolution du pays. L'orateur critique également le fait que de nombreuses organisations influencent et lient les gouvernements dans leur prise de position, ce qui complique la gestion de sujets tels que l'avortement. Il exhorte les individus à mieux comprendre la situation et à être conscients des infrastructures nécessaires pour accueillir les immigrants, tout en soulignant l'importance de la prise de décision basée à la fois sur le cœur et l'intelligence. L'orateur conclut en évoquant les mouvements sociaux aux États-Unis qui ont un impact sur d'autres pays et encourage les Canadiens à aussi se mobiliser. La personne interrogée insiste sur le besoin d'avoir une colonne au Québec, représentant une entité collective avec une conscience sociale. Cependant, elle met en garde contre l'idéalisation et l'idéologie, dénonçant les problèmes que peut causer une législation mal faite en matière de migration. Elle affirme qu'il ne s'agit pas d'empêcher les gens de venir dans le pays, mais de s'assurer que leur présence serve les intérêts nationaux. Elle qualifie cela de politique créative. En ce qui concerne l'avortement, la personne explique qu'elle ne peut pas donner publiquement sa position personnelle. Elle affirme que l'avortement est une question philosophique spirituelle liée à l'état émotif et spirituel de chaque individu. Elle souligne qu'il existe différentes opinions sur l'avortement, certains le considérant négativement, d'autres positivement sur le plan social. Elle affirme que c'est un problème dont doivent s'occuper les gouvernements, mais suggère la possibilité de référendums pour prendre des décisions en fonction de la volonté de la population. Elle critique les gouvernements qui ne font pas assez souvent appel à la population par le biais de référendums, estimant que certains problèmes délicats ne peuvent pas être tranchés par eux seuls sans soulever de nouvelles oppositions. Elle explique que certaines questions, comme l'avortement, sont difficiles à trancher tant que l'homme n'a pas une conscience plus élevée des lois de l'esprit et de la valeur de la vie. Elle évoque la nécessité pour l'homme d'avoir une conscience occulte pour comprendre la valeur du fœtus avant la gestation. Elle clarifie également qu'elle ne peut pas donner sa réponse personnelle sur le sujet en public, car elle estime que ce n'est pas approprié. Elle souligne que ses réponses sont dictées par son expérience occulte ou initiatique, et que seules des personnes en contact avec des plans supérieurs peuvent répondre à ces questions de manière éclairée. Dans ce dialogue entre Hergé, Rebecca, une journaliste, et Boulevard M. Bernard de Montréal, ils discutent de la question de légiférer contre l'avortement dans différents pays. BDM explique qu'il ne peut pas donner de réponse définitive car cela pourrait influencer les décisions des gens. Il affirme que si l'Église légiférait pour l'avortement dans certains pays pauvres, cela pourrait entraîner de nombreux meurtres d'enfants à naître. Cependant, il souligne que dans des pays plus développés comme le Canada, légiférer contre l'avortement pourrait retarder l'évolution psychologique des individus. Il suggère que l'Église devrait plutôt légiférer pour la planète et laisser les individus prendre leurs propres décisions. Hergé remarque que dans certains pays sous-développés, les gens utilisent parfois la religion pour obtenir de la nourriture en allant fréquemment à la messe. BDM mentionne ensuite qu'il faut du temps et de la patience pour avoir une voix et influencer les masses de manière objective.
Il encourage Hergé à continuer de se questionner et à développer une grande raison. Il conclut en soulignant qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux, mais que certaines personnes dans le public ont tendance à prendre les choses au sérieux. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle de différentes attitudes des gens face à l'humour et à la légèreté. Il note qu'il y a des personnes très naïves, d'autres très spirituelles, et certaines qui prennent les choses au sérieux. Il mentionne l'importance de protéger ceux qui prennent les choses au sérieux. Il encourage les gens à développer un humour créatif et à ne pas se contenter d'un humour superficiel. Roger Godet, l'intervieweur, fait remarquer qu'il n'a jamais prétendu travailler avec Bernard et que son objectif est de s'amuser sur Terre. Bernard répond en disant que lui travaille en s'amusant, ce qui suscite le rire et les applaudissements du public.